Agatha, c'est déjà la 90e édition de C'est a fait nous. Pour l'occasion, je reçois une invitée qui connaît la valeur de la vie, tant elle a vécu des moments particuliers, tantôt exceptionnels, tantôt douloureux. Sa vie est d'une richesse peu commune, commerce, tourisme, production musicale, management d'artistes, valorisation du patrimoine, boulangerie, transmission culturelle et maintenant littérature. C'est cet itinéraire d'une enfant pas gâtée qu'elle va nous raconter. Bonsoir Catherine Caillol. Bonsoir Jean-Marc. Comment vas-tu? Je vais bien. Oui. Tout va bien. Bien, je toujours, suis en vie. Toujours au combat. Oui. Alors, peut-être pas le mot combat. Je suis en vie. Ouais. Je suis là. J'ai la possibilité d'expérimenter une autre version de moi. On peut dire que ta vie a été presque une succession de courses d'obstacles, particulièrement ces dernières années. Beaucoup, beaucoup ces dernières années. Une course de fond même. Mais je crois que tout est juste, dans la mesure où tout se déroule en son temps. Quand je prends le temps de l'analyse de ce qui s'est passé ces dernières années, de ce qui se passe encore aujourd'hui, je me dis que je dis simplement merci la vie. Parce que j'expérimente ces choses-là parce que j'ai la capacité de les accueillir. Donc, tout va bien. On va le dire, mais de toute façon, on va y revenir au cours de l'émission. Tu as connu, on va dire, depuis 5 ans, des problèmes de santé très graves. C'est presque miraculeux que tu sois encore avec nous. Oui, oui, je laisse le soin aux autres de dire que c'est miraculeux. Je dis que c'est l'œuvre de la vie, tout simplement. Je suis là parce que je dois être là. Alors, on va le voir. Je l'ai dit, tu as un parcours exceptionnel, exceptionnellement varié, je dirais même. Oui. On va commencer par ta vie familiale, ton histoire familiale. C'est Kimunouye. Alors, Catherine Caillol, Kimunouye. Catherine Caillol est une enfant de parents martiniquais, née à Paris, rentrée avec son père et son frère aîné vers, je ne sais plus quel âge j'avais exactement, j'étais jeune, enfant, quand on est rentré, et puis la vie s'est déroulée comme ça se déroule dans une structure comme la mienne, avec une cellule familiale composée de mon père et de ma grand-mère paternelle. C'est assez commun chez nous que la grand-mère participe à l'éducation des enfants. Là, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui n'avait qu'un seul enfant, mon père, donc elle était dévouée. Alors, je vais te remercier parce que tu as fait de gros efforts pour trouver des photos de toi petite. C'était pas facile. On va en voir une première. Alors, elle est un petit peu floue, mais voilà, on te voit ici. Tu avais quel âge? Oh, je pense que je devais avoir peut-être 2 ans. Oui, à peu près. Je devais avoir à peu près 2 ans. Mais comme beaucoup de photos petites, j'ai le visage un peu tuméfié. Je pleurais tout le temps. Sur les photos, en tout cas. Ouais. Je n'ai pas en mémoire ces moments où je pleurais. Tu n'aimais pas l'objectif du photographe? Je n'ai jamais aimé ça. Je crois que jusqu'à maintenant, je n'aime pas ça. Je me contrains à le faire. Mais bon. On va te retrouver quelques années plus tard. C'était 1984. Tu te souviens? Ah, mon filleul. Mon filleul est cousin germain, Jean-Alain. Donc, 84, j'avais 14 ans. Quel enfant tu as été? Tu te souviens? J'étais une enfant qui n'aimait pas jouer. Je n'ai jamais aimé jouer. Un peu triste? Non, pas triste. Je n'aimais pas jouer. Ça veut dire que pour toi, tout était sérieux? Oui. Je n'aimais pas jouer. Et puis, pour moi, jouer, c'était de la tromperie, de la duperie. Aujourd'hui, je rigole, je plaisante, mais je n'aime toujours pas jouer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je n'aime pas jouer.
Et par la suite, l'adolescence, c'était comme tu étais plutôt sociable, plutôt ouverte ou plutôt Oui, renfermée? je me suis ouverte aux gens dès lors que j'ai commencé à m'intéresser au sport collectif, le basket. Donc, de Ah oui, tu fait, étais basketteuse, oui. ouais, Mhm. on a dû évoluer en groupe, hein, puisque je suis partie avec la sélection de basket de la Martinique, Tu jouais dans quel club à ce moment-là? à Golden Star. Mhm. Et donc, Une caillole au Golden Star quand même. ouais, comment Le dirais-je? Claude n'avait pas d'équipe de basket en Voilà, avion. mais c'est ça. Je l'avais dit d'ailleurs à Claude Caillol à Mhm. l'époque. Je lui avais fait la remarque. Donc, oui, à ce moment-là, je me suis ouverte aux autres. Parce qu'avant ça, je faisais de la danse classique, du piano, Oui, donc ça reste quelque chose des de très activités solitaire. individuelles. Oui. Mhm. Une fois que je me suis mise au sport collectif, avec la validation de mon père, qui estimait que c'était un sport de rue, mais qu'il acceptait que je puisse le faire si ça me faisait plaisir et si j'accédais au meilleur niveau de la Martinique. Mhm. Tu as grandi où? À Fort-de-France? Alors j'ai grandi à cheval entre Saint-Esprit, où ma grand-mère Mhm. était basée, et Jambette, où mes parents ont construit. Jean-Baptiste Beauséjour, à donc à Fort-de-France. Fort-de-France. Pas très loin de là où se trouve aujourd'hui la salle omniculte de la Joyeuse, n'est-ce pas? Tout à fait, pas très loin. Alors on va voir un de tes potomitans, dont tu as parlé tout à l'heure. Ah oui, mon père. Alors tu vois, sur cette photo, dans le coin de la bouche, cette photo date d'une année avant son départ. Et dans le coin de la bouche, il a une fleur. C'était quelqu'un... C'est un de mes murs porteurs. Qui est décédé très très jeune. Oui. Tu avais à peine une quinzaine d'années, je crois. Oui, c'est-à-dire que à l'âge de 13 ans, il nous a réunis, mon frère aîné et moi, et il nous a dit, bon ben, il revenait de chez le médecin, qu'il a un cancer de l'œsophage dû à l'amiante, qu'il en a pour 2 ans. Il a été hospitalisé à la maison et il est parti 2 ans après. Oui. Donc j'étais à l'aube de mes 16 ans et c'est pas simple. Ouais, tu te souviens de la façon dont tu as géré ça, parce que ton frère est plus âgé que toi? Oui. Comment vous avez géré ça tous les deux, et toi particulièrement? Alors, lui, ça a été compliqué parce qu'il y avait une absence de rapport véritable avec papa. À un moment, pas tout le temps, mais à un moment, il y a eu cette absence de rapport. Mais j'étais surprise de moi-même. Alors, autant à des moments, c'était compliqué parce que j'étais quand même une adolescente. Face à son papa, son mur porteur, le complexe d'Oedipe, la fille, le papa, etc. Donc c'était compliqué, mais en même temps, quelque part chez moi, je sentais que j'étais en capacité, en mesure de vivre ça, d'accompagner mon père ou d'être là avec lui. Est-ce que le fait qu'il voulait annoncer 2 ans avant, ça t'a aidé aussi à te préparer? Non, en tout cas, pour moi, on ne se prépare jamais à ça. On accueille, on accompagne le mouvement, mais on n'est pas prêt à ça. Quel souvenir tu gardes de lui? Tu dis que c'est un de tes murs porteurs. Qu'est-ce qu'il t'a apporté, justement? Tout. Tout. Il m'a donné le goût du travail bien fait. Il m'a donné le goût de la transmission du savoir. Il faisait de la musique? Et alors, il était, comme toute personne de son rang à cette époque, il a fait du piano, mais il était directeur d'école. Donc c'était quelqu'un qui était soucieux, qui était amoureux de la musique et qui était soucieux du patrimoine martiniquais, de la sauvegarde des choses. Et donc il m'a appris ça, il m'a appris à reconnaître les patrimoines de chez nous, surtout les patrimoines musicaux et singulièrement ceux de la Perfecta Martinique. Et puis, pour lui, c'était nécessaire de pouvoir me transmettre ce que lui avait eu de sa mère. Donc, oui. Alors, tout ce que je fais encore aujourd'hui, oui. Ton deuxième mur porteur, on va le retrouver, ou la retrouver en l'occurrence, très jeune. Ah oui, ma grand-mère.
Donc ta grand-mère paternelle. Ma grand-mère paternelle et marraine. C'est ma marraine, c'est ma grand-mère paternelle, c'est ma maman. Là, Au sens, elle avait 25 ans. Mhm. La photo date de 1944. C'est un vrai mur porteur. Alors elle t'a apporté la sensibilité féminine, Elle m'a apporté de la rigueur. Mhm. Elle m'a apporté beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur, le souci de bien faire, d'être à l'écoute de l'autre, de côtoyer tout le monde, de ne pas faire de différence entre celui-là ou celui-là, de côtoyer tout le monde. Après, on n'est pas obligé d'aller danser avec tout le monde, mais au moins on communique un petit peu avec tout le monde pour pouvoir connaître un petit peu la vie. Donc, elle m'a appris la rigueur. On va retrouver d'ailleurs votre complicité en photo sur le cliché suivant, où on te voit avec elle. Ah oui, là c'est le jour de mes 40 ans. Le jour de mes 40 ans, ce qu'elle me disait là, c'était pas très très joli, mais ça me peinait plutôt. Mais c'est ma maman. Beaucoup de personnes emploient le mot maman parce que ça correspond à quelque chose. Ça correspond à un comportement, à un vécu avec la personne. Pas forcément la personne qui vous a enfanté. C'est ma maman. Et puis il y a eu ton grand-père aussi, alors peut-être un peu moins myoporteur, mais très présent. On va le voir là, il était là, c'est sa carte de combattant. Oui, alors présent pourquoi? Parce que je fais référence à lui, parce que ma grand-mère m'a aussi expliqué à quel point... Donc c'est le mari de ta grand-mère qu'on a vu tout à l'heure. Oui, et le père de mon père. Et donc à quel point il fallait être vigilante vis-à-vis du comportement des hommes. Et donc c'est quelqu'un que j'ai pas connu longtemps, puisqu'il est parti, j'avais 12 ans. Et puis, quand il est sorti de la guerre d'Algérie, il est resté sur Paris. Il n'est pas rentré et ma grand-mère n'a pas voulu partir sur Paris. Donc, ils se sont séparés par la force des choses. Non, oui, c'est-à-dire que, comme ça se faisait à l'époque, hein, la femme restait là, lui, il menait sa vie de l'autre côté. Et quand mon père l'a ramené des morts, ça faisait 27 ans que ma grand-mère ne l'avait vu. Mais c'était son mari. Et puis, ce sont des indications qui sont fortes dans mon éducation, avec ma grand-mère et mon père. On va retrouver une photo de toi qui a 30 ans, juillet 1993. Alors là, je suis à l'habitation Saint-Étienne. Et là, on est en train de faire le cocktail de presse de la sortie du titre de Poglo, Faya Faya. On va voir un extrait tout à l'heure. Et donc... oui, parce que Poglo, ça fait très longtemps que tu l'accompagnes. Oui, depuis 1997, je suis avec lui. Donc là, je faisais mon entrée dans le monde de la musique, mais en tant que manager, en tant que promoteur d'artistes. Pas d'événements, mais d'artistes. Je me souviens de cette Catherine Cailleul-là. C'est à peu près la période où on s'est connus, effectivement, à la MEP notamment. Oui. La jeune femme, Catherine Cailleul, était comment? C'est une jeune femme qui essaie de faire comme tout le monde fait. C'est-à-dire? Pour être dans la norme. C'est-à-dire séductrice? Non, il faut avoir quelqu'un dans sa vie, il faut être comme tout le monde. Faut avoir des relations avec des copines, il faut s'habiller comme ci ou il faut faire comme ça.
Ça n'a pas duré longtemps parce que je n'adhère pas au mimétisme et puis je soigne tellement ma différence que je n'ai pas pu longtemps copier les amis. Tu as vécu, on l'a vu, hein, tu as connu une enfance, une adolescence difficile avec la perte de ton papa, des relations familiales difficiles aussi. Quand on arrive comme ça, jeune adulte, face à la vie, on agit comment, on réagit comment? Eh bien, on fait, je pense, différemment, mais en tout cas, moi, ce que j'ai fait, je me suis plongée dans ma réalisation professionnelle. Point. Et à ce moment-là, c'était déjà la Oui. musique, la culture. Oui, c'était déjà la musique. La musique a toujours été le fil rouge de ma vie. Parce que très jeune, je disais à mon papa, je ne me sens pas chez moi ici. Alors, il me dit ici en Martinique. Je dis mais non, je ne me sens pas chez moi ici. Là où tu vivais. Non, et sans me demander plus de choses. Donc il a fait un petit inventaire avec moi de ce qui pourrait me plaire, de ce que je pourrais apprécier. Et on a convenu que j'allais prendre des cours de piano. J'ai commencé à prendre des cours de piano en même temps que mon frère aîné. Et le professeur de piano était très gentil, donc il me disait « Eh, Tikayol, j'ai au cabri, enfant, passe au tableau. » Et là, tu vois, encore là, mes petits doigts, ils restent surélevés. Il pensait que je faisais exprès. Donc un jour, il avait une petite règle et il a tapé sur le doigt. Et j'en ai référé à mon père. Et je n'ai plus été au cours de piano. Histoire sans parole. Et à ce moment-là, mon père comme il a vu que je m'épanouissais dans ça, dans la musique, puisqu'en parallèle, je faisais des cours de danse classique, il a continué à me faire faire de l'écoute musicale. Et donc, j'avais une espèce de tourne-disque rouge avec lequel je me baladais. Donc, j'écoutais de la variété française à l'époque. Et un jour, papa m'a initié à la musique de la Perfecta Martinique, puisque l'un des 3 membres fondateurs, c'est son cousin Alex Cayol, Sousout. Et on peut dire que tu es né quasiment, tu es né à la même date que la Perfecta. Je suis né un jour avant la Perfecta voilà. Martinique. Je suis né le 10 août 70 et la Perfecta Martinique est née le 11 août 70. Donc, Vos destins étaient déjà liés quelque part. oui, oui, oui. Et donc la musique a toujours été le fil rouge de ma vie. C'est un petit peu comme on dit en psychologie, l'objet transitionnel, le doudou. C'est-à-dire que mon père m'a préparé, m'a donné des armes pour ne pas me sentir seule quand il ne serait plus là. Ouais. Et c'est la musique qui a guidé ma vie. On va reparler de musique dans un instant, mais on termine avec cette photo. On a vu tout à l'heure un baptême. Tu baptisais un de tes filleuls, et là, 20 ans après, 2004, c'est oui, à nouveau un baptême. Oui, alors je baptise là, en Guadeloupe. Le premier, c'était à Paris, en 84. Et là, en Guadeloupe, un de mes anciens collègues, qui est au fond, là-bas, avec la chemise bleue, il avait déjà un premier garçon avec sa compagne. Et quand elle a été enceinte du deuxième, elle est venue me voir et elle m'a demandé à être la marraine de cet enfant. Et on te voit là de profil, enfin on va dire légèrement de dos. Oui. Et donc aujourd'hui, il a 20 ans. Il est en Guadeloupe et on a fait des pieds et des mains pour essayer de trouver une photo où je suis de face, mais on n'en avait pas. Sociablement parlant, ou sociétalement parlant, pour utiliser des termes un peu particuliers, est-ce que Catherine Cayol a beaucoup d'amis? Est-ce que c'est quelqu'un qui cultive les relations humaines, l'amitié? Oui, l'amitié a beaucoup de sens pour moi. Beaucoup de sens. L'amitié, c'est important pour moi. Quand l'amitié n'est plus,
le nettoyage se fait naturellement, donc je ne me pose même pas de questions. C'est très important pour moi, l'amitié. L'amitié, c'est pour moi la famille que je choisis d'avoir. Pour moi, c'est ça, l'amitié. Donc, il n'y en a pas 15 à la douzaine. On en arrive à la rubrique matinique. Alors Catherine Cayol, on va évoquer ce parcours professionnel assez particulier, fait de multiples activités, disciplines. Mais on va commencer par un établissement scolaire que tu as bien connu. Oui, la MEP. Oui, en BTS, Je reçois communication. pas mal d'anciens étudiants de la MEP en ce moment d'ailleurs. C'est là qu'on s'est connus. Ouais, absolument, absolument. C'est là qu'on s'est connus. Oui, ça a bien changé. Oui, je me souviens aussi de M. Fonsa. Qui était directeur à l'époque. Oui, que j'ai croisé il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu grand plaisir à le recroiser. Oui, c'était encore une période où j'étais tellement pas bien. Tu as fait un BTS communication. Oui. À l'époque, c'était communication et action publicitaire. Publicitaire, oui. Et, mais avant ça, tu avais déjà fait des études ou tu as commencé directement par la MEP? J'ai fait une année de doc d'anglais. En transit parce que je ne savais pas vraiment. En fait, je suis partie au départ, j'ai eu un bac A2, lettres et langues, et j'ai voulu être dans l'enseignement. Et puis, quand je me suis rendue à l'école normale à l'époque, c'est un petit peu flou tout ça dans ma tête. Je n'ai pas pu poursuivre à cette période-là. On proposait aussi de pouvoir s'installer sur la Guyane en tant qu'enseignant. Tu te cherchais, quoi. Je me cherchais encore. Et puis, je ne voulais pas abandonner ma grand-mère. Oui. Je ne voulais pas l'abandonner. Je ne me sentais pas capable de n'être pas avec elle. J'étais déjà amputée de mon père, donc c'est pas possible. Donc j'ai été prise entre plusieurs choses, me réaliser et ma grand-mère. Donc tu l'as dit tout à l'heure, la musique a été très tôt, tu avais à peine une vingtaine d'années quand la musique est véritablement entrée dans ta vie en tant qu'activité professionnelle. Si je te dis Faya. Faya, Poglo. On regarde. Voilà, donc Faya, avec Poglo, on va dire ton premier acte dans le milieu de la musique. Ah oui, on a tourné... C'était quelle année, tu te souviens? En 98. On l'a sorti en 98, on l'a tourné début 98 avec Bruno Delarue à l'époque, ICV. On a fait de jolies choses à cette période-là. On a tourné ça au Vauclin. Et aujourd'hui, tu accompagnes encore Poglo. Ah oui, je l'accompagne encore et on va le découvrir dans un registre dans lequel on ne le connaît pas. Il va présenter un recueil de poèmes et de peintures, parce qu'il fait de la peinture normale, mais il fait aussi de la peinture numérique, il fait de jolies choses. Donc on est en train de travailler à ça et ça va sortir bientôt. Alors c'était tes premiers pas, on va dire, dans la musique, mais tu avais une autre activité, une activité professionnelle. On va voir cette copie d'écran, ça va te rappeler quelque chose? Oui, oui. Donc c'est le groupe Aubéry. Oui. Alors avec le groupe Aubéry, à l'époque c'était SMPA. Delivrance, c'est ça? Ils avaient Delivrance. Aujourd'hui, ça a évolué en Baguette Shop. Il y avait déjà Begin aussi à l'époque? Alors, il y avait Begin chez SMPA. Et ensuite, ça a été scindé entre Pain et Compagnie et Brioche Begin en deux structures distinctes. Une structure qui s'occupe de la partie surgelée Pain et Compagnie et Begin, tout ce qui est
pâtisserie industrielle. Tu faisais quoi à l'époque Alors j'étais commerciale au départ, commerciale petit compte. Quand je suis rentrée, très tôt, je suis devenue commerciale grand compte. Et très rapidement, j'ai obtenu un poste de responsable commercial sur la Guadeloupe. Le cliché suivant, je crois que c'est un permis d'exploitation. Oui, alors. Tu nous dis à quoi ça correspond? Alors, ce permis d'exploitation, j'ai dû le passer parce que quand j'ai obtenu la master franchise d'Eli-France en 2016, il a fallu, pour avoir ne serait-ce qu'un magasin témoin pour démarrer, il a fallu passer le permis d'exploitation qui permet de connaître toutes les normes auxquelles il faut se référer. Donc il y a un lien indirect avec Aubéry, puisque Aubéry avait la franchise d'Eli-France que le groupe a perdue, et toi tu l'as récupérée par la suite. Oui, enfin elle était libre. Elle était libre quand j'ai sollicité et que je l'ai obtenue. Et puis il y a eu la vie, on a décidé des problèmes de santé. Si je dis musicothérapie. La musicothérapie énergétique. Alors, voilà quelque chose d'assez magique dans ma vie. Un jour, je suis en Guadeloupe, donc je travaillais pour... non, j'étais plus avec le groupe Aubéry, mais je suis en Guadeloupe, je travaillais sur la Guadeloupe, et j'écoute Patrick Saint-Éloi, que j'ai connu, et j'entends dans ma tête musicothérapie. Alors quand je rentre à mon hôtel, je regarde sur mon ami Google musicothérapie. Je me dis, bof, c'est banal, tout le monde fait ça, je regarde. Et en bout de course, dans le déroulé, je vois musicothérapie énergétique. Je me dis, ça doit être différent, je vais regarder ce que c'est. Je regarde, je me dis, mais c'est quand même une coïncidence. La formation se déroule là où je suis née, dans le 10e, à Paris. C'est peut-être un signe. Tu as eu l'occasion de la mettre en pratique, cette oui. musicothérapie? Oui. Alors, en fait, c'est une musicothérapie. La musicothérapie énergétique, en fait, la fréquence de la Terre est en 432 Hertz. Et on nous a habitués à la norme est devenue le 440, donc on n'est pas en phase en ingurgitant du 440 avec la fréquence de la Terre sur laquelle on est. Donc l'idée est d'utiliser des fréquences de son en 432 pour rééquilibrer les corps énergétiques, pour permettre à tout un chacun de retrouver une forme de bien-être sur Terre en étant sur la même fréquence que la Terre. Alors, rien à voir avec la musicothérapie, mais par contre, un petit lien avec Deli-France, c'est ce stage de boulangerie, cette capacité en boulangerie, je ne sais pas comment tu l'appelles, cette formation en boulangerie. Là, je suis à l'EBP, à l'école de boulangerie et de pâtisserie des Grands Moulins de Paris, dans le 12e. Là, on est en 2016. J'ai fait une remise à niveau, justement, avec l'obtention de la master franchise. Donc, j'ai refait une mise à niveau, puisqu'à l'époque, quand j'étais dans le groupe Aubéry, j'avais déjà eu cette formation. Donc j'étais contrainte de faire une mise à niveau, puisque les choses évoluent de fait. Et là, c'est ce que je faisais là. Et on va voir l'attestation que tu as obtenue à l'issue de cette remise à niveau. Oui. Alors tu n'as pas pu, on l'a dit, tu n'as pas pu exploiter véritablement, mais c'est pas exclu qu'un jour tu te lances dans l'activité commerciale de boulangerie. Non. C'est plus maintenant? Non. Là, je suis certaine que ça, non. J'ai besoin, j'ai envie de transmettre. Pas loin de la boulangerie, l'hygiène alimentaire. C'était obligatoire. Ce certificat que tu as obtenu également. C'était obligatoire. C'est-à-dire que quand on passe le permis d'exploitation, on est obligé de passer ce module qui complète le permis d'exploitation pour tout ce qui est HACCP, respect des normes d'hygiène et tout. On en arrive à la grande séquence musique. Tu te souviens de
Ah, ça, festival? Ah oui, ça c'est septembre 2019. Là, c'est tout juste un an après la sortie du coma. Moi, je voudrais remercier en partie grâce à Catherine qui sont là ce soir, qui s'est occupée de tous les transports, qui a motivé les troupes. Merci Catherine. C'est notre manager. Si vous avez besoin de nous, Catherine Caillol. Merci. Donc le festival Corazon Latino de Bordeaux. que tu avais organisé. Non, qui est organisé par ceux qui l'ont créé. Et donc, c'était de mémoire, je crois, la 8e édition. Et quand Marius William, alors patron de l'orchestre à l'époque, Donc la Perfecta en l'occurrence. la Perfecta Martinique, tu sais, je précise la Perfecta Martinique parce que ça n'est pas le fruit d'un imaginaire. C'est qu'on on a les membres fondateurs du groupe ont choisi d'appeler le groupe la Perfecta Martinique à un moment, puisqu'ils portaient des boubous blancs ou rouges On va les voir tout à l'heure. qui étaient floqués la Perfecta Martinique. Donc, entre-temps, d'aucuns ont choisi de dire la Perfecta parce que c'était plus simple. Mais j'insiste parce que il faut qu'on sache d'où on vient pour qu'on sache où on va. Oui, tout à fait. Alors la biographie, donc on voit la une de la biographie de la Perfecta. Alors on ne va pas pouvoir voir toutes les pages parce que c'est assez long, mais en fait là on a un peu les trois témoins, on va dire, de... En fait, ce sont les trois référents de ce travail de transmission. Donc c'est Jean-François Mongis, le directeur musical, amoureux de la musique, pédagogue, enseignant, Marius Priam, la mémoire vive de ce groupe, et puis Christian Eugénia, qui était un proche d'Alfred Pulvaldadi, avec qui il avait échangé déjà tous les éléments de langage de la rythmique de cette cadence. Donc on a le trio qu'il faut pour déposer les écritures de cette musique martiniquaise. Donc on va revenir sur cette démarche de transmission, mais en réalité on va voir sur ces deux clichés que tu as pris en fait le groupe en main peu avant le 50e anniversaire. Oui, j'ai pris le groupe en main. Marius William a fait appel à moi en août 2019. On voit bien là, la Perfecta Martinique. Oui. Et donc, le travail de sauvegarde, j'ai créé une méthode que j'ai appelée la méthode HSE. Dont on va parler aussi tout à l'heure dans la troisième partie. Et pour pouvoir mettre en application cette méthode, je suis partie d'un référentiel. Et ce référentiel, ce sont 48 titres qui sont sélectionnés sur ce coffret, que j'ai choisi d'avoir comme base à partir de laquelle on allait établir le travail de sauvegarde, de définition des codes pour ensuite transmettre cette musique. Et qui résume en fait les 50 ans du groupe depuis 1970, donc tu l'as dit, le 11 août 70, c'est ça? Oui, le 11 août 70. Mais en fait, on ne peut pas tous les mettre. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est cette sélection que j'avais faite. Alors, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que sur le coffret, j'ai choisi d'écrire les titres tels que les musiciens les avaient déclarés et comme les musiciens écrivaient à l'époque le créole. Ouais. Par exemple, toute bagaille pareil, tu vois bien, bagaille B-A-G-A-I 2-L-E. C'est pas comme ça qu'on écrit. C'est pas l'orthographe créole aujourd'hui. Oui, mais je pense que c'est important qu'on puisse poser ça, parce que ça dit de nous qui on est à ce moment-là. Perfecta Fayola? Perfecta Fayola, c'est moi. C'est également mon pseudo à la SACEM, comme auteur-compositrice. Et c'est un titre que tu as composé, oui, la musique et écrit les paroles. Oui, par contre, tout ce qui est arrangement, orchestration, c'est Jean-François Mongis. On regarde.
vie moi, moi t'aimer l'amour tiens moi, ou clairer tout en disant comme moi, qu'on l'arc-en-ciel en la vie moi, moi envie l'espoir trouver flambeau, chanter l'amour. Voilà, Catherine Caillol, donc Perfecta Fayola. Alors, C'est donc, alors, encore une fois, paroles et musique de Catherine Caillol. oui. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette Elle parle de moi. musique? Elle parle de moi, elle parle de la perception que j'ai de l'homme que j'aimerais accueillir dans ma vie. Et il est comment cet homme? Je dois être la 6e merveille pour lui. Je rigole. C'est- En c'est fait, le- j'ai idéalisé Ouais. les choses. Bien sûr. Mais- C'est le premier morceau que tu as écrit et composé? Oui, c'est le premier. En tout cas, Qui a eu le premier. un gros le succès premier- qu'on entend beaucoup chez Oui. nos amis de Belle Radio, notamment. Oui, c'est le premier qui soit sorti. Il y en a un autre qui est sorti, Merci Perfecta. Mais celui-là, pour revenir sur Perfecta Fayola, on a fait le choix de faire ce travail. Tu as dû voir tous les musiciens. On avait eu l'opportunité d'avoir un espace pendant la pandémie pour pouvoir faire une résidence, une transmission à l'intérieur du groupe pour montrer les codes qu'on avait définis. Quand je dis on, l'équipe de transmission, Jean-François Mongis, etc. Donc, c'était une mise en application de ces codes définis sur ce titre, pour qu'on puisse comprendre l'essence même du travail de définition des codes, pour pouvoir, une fois qu'on a compris comment cette musique est structurée, on est en capacité de la transmettre. Alors, je le disais, tu as pris le groupe en main en termes de management un peu avant le 50e anniversaire, en 2019, c'est ça? Et depuis, ça a été vraiment un déferlement, on va dire, de prestations, et toujours dans cette logique de transmission. Aussi, on voit par exemple cette photo du showcase que tu avais organisé à la FNAC Galleria. Oui, alors j'ai organisé ça surtout pour le coffret dont on a parlé précédemment, parce que je pense qu'il est important que le public puisse avoir, même si aujourd'hui on est à l'ère du numérique, les amoureux de cette musique sont des gens qui ont connu le bal. Donc ils aiment avoir leur coffret en main. Même si ça n'a pas le retentissement espéré, mais il a le mérite d'exister, ce coffret. Et on regarde un extrait de ce showcase à la FNAC Galleria. Voilà, c'est un extrait et tu me disais, Catherine, qu'on retrouve vraiment les codes de la Perfecta. Là. Ah oui, ce sont les codes de la cadence Perfecta, parce que cette musique, on en a défini les codes. Ce qu'on appelle les codes, c'est les éléments constitutifs de la rythmique de cette musique, comment elle est construite, cette musique. Je ne vais pas rentrer dans des termes techniques que je laisse le soin au directeur musical de pouvoir, à l'occasion, ou à Marius William, quand tu vas les recevoir, bien sûr. d'étayer ce propos, puisque ça leur appartient. Mais l'essentiel est là. C'est-à-dire que cette musique dont on a défini les codes, on l'a nommée. Oui. On l'a appelée la cadence Perfecta, parce que ce n'est pas une autre cadence, c'est la cadence du groupe La Perfecta Martinique. C'est une musique martiniquaise. On va voir une autre vidéo assez particulière aussi dans cette logique de transmission, c'est la divinité avec le chœur de l'Académie. On regarde. Thank you.
Alors Catherine, donc la divinité par le chœur académique, là aussi c'est dans cette logique de transmission. Ah oui, le chœur académique est constitué d'enseignants de musique de l'Académie de la Martinique, dont notre directeur musical, notre guitariste font partie. Ce sont des enseignants qui font partie de ce chœur académique. Et Marius, c'est tout naturellement qu'il a souhaité être le lead dans cette opération, parce que c'est quand même quelque chose de très précis, de très pointu qui est fait. On parle de personnes qui lisent la musique, qui enseignent la musique. Donc, et quand tu parles des codes, ça veut dire que véritablement, c'était une musique qui était, qui avait son propre langage, la cadence perfecta. Bien sûr. C'est-à-dire que cette musique d'origine haïtienne était au départ jouée avec des timbales. Et à un moment, il a fallu, les membres de l'orchestre ont fait un choix. Ils ont choisi de supprimer les timbales et les remplacer par la batterie. Donc il a fallu repenser l'orchestration et l'interaction des différents instruments autour de la batterie. Et c'est à ce moment-là que cette musique devient martiniquaise. On va voir maintenant que Perfecta Fayola a eu aussi son dessin animé. Oui. On regarde. Là, on retrouve aussi les codes de la cadence perfecta. Ah oui. Et puis ce merci perfecta qu'on va retrouver, et le nous toujours l'épisode que tu as voulu également. C'est le slogan du groupe. Qu'on voit ici. Ah oui, nous toujours l'épisode, parce que cette musique ne doit pas mourir. Ouais. Et c'est parce qu'elle ne doit pas mourir, parce que ce patrimoine martiniquais doit être sauvegardé, pérennisé, qu'on a choisi de faire ce travail de définition des codes, puisqu'il s'agit d'une musique de tradition orale. Ouais, tout à fait. Donc, ces messieurs de l'orchestre, ils créaient ce style pendant qu'ils le jouaient. Ouais. Donc, ils avaient le nez dans le guidon, donc ils ne pouvaient pas, parce qu'ils étaient autodidactes et pas lecteurs, donc ils ne pouvaient pas en même temps écrire les codes, parce qu'ils n'étaient pas en capacité de le faire, mais ils savaient la jouer, cette musique. Et donc aujourd'hui, c'est tout naturellement que Marius Priam a accepté qu'on fasse ce travail, parce qu'il estime qu'il est de son devoir de laisser quelque chose. Et puis on termine cette séquence matinique avec ce Merci Perfecta, on regarde. Toujours la côté nous, jour après jour, l'amour fait nous jamber. Oui, autres qui toujours en fond chez nous. Ces autres celles qui choisit, ces autres qui rivaient suivre nous. L'honneur, respect, lumière pour elle demain. Ces autres celles qui rivaient contre nous. Tout ça qui était là avant. Ceux qui écrivent la musique là, composaient bail, arrangeaient, musiciens, chantaient. Ceux qui écoutaient, qui dansaient, qui aimaient la musique là.
la cadence de la perfecta Martinique. Merci. Tout ça qu'il a à présent, tout ça qui a venu après, musique ta là c'est ta zone. Quand écrit bail, composé bail, écouter, danser, aimer musique zot. Aïe swinguer, paye voyager, voyager et puis c'est l'amour qui amène nous, qui fait nous toujours l'épisode. Aïe aïe aïe. Voilà, merci Perfecta. Donc un clip qui date du début d'année et c'est De à la janvier. fois la Perfecta qui remercie et quelque part la Martinique qui remercie la Perfecta. Alors, c'est un clip, c'est le premier clip, pas une chanson filmée, Ouais. c'est le premier clip de la Perfecta Martinique. C'est moi qui ai écrit le texte. La composition est de Jean-François Mongis. Dans ce texte, on remercie tous ceux qui ont contribué à la construction et à l'évolution de cette musique, de cet orchestre, parce que pas moins de 140 musiciens ont participé à cette aventure. Ouais. Tout à fait. Donc, on leur dit merci. Des musiciens, des techniciens, arrangeurs, Oui, etc. toutes les personnes qui ont des contribué. ingénieurs du son. Donc, on dit merci à ces personnes-là et on invite tous ceux qui le souhaitent. Maintenant que cette musique, on en a défini les codes. Ouais. Donc, tout le monde est en capacité de se l'approprier et de composer pour cette musique. On va reparler de transmission dans la dernière rubrique de l'émission, politique. On va accélérer un petit peu, Catherine, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir, et notamment toute cette implication, tout cet engagement que tu as mis dans la définition des codes, mais aussi dans la transmission de tout ce que la Perfecta nous a apporté, la cadence Perfecta, mais aussi globalement la musique martiniquaise telle qu'elle s'est manifestée à un certain moment. On va voir cet exercice cadence Perfecta d'abord. En me levant ce matin, j'ai ressenti une profonde tristesse. Pourquoi toutes ces émotions? Pourquoi toutes ces douleurs? Parfois, un instant me semble insurmontable. Dans ces moments-là, je trouve refuge auprès de mon Père. Donc cet exercice cadence Perfecta, Catherine, dans lequel tu rends hommage à ton papa. Oui, alors c'est un exercice qui résume un petit peu la résidence à laquelle j'ai participé, une résidence de réécriture de courts-métrages. Puisque je m'intéresse à l'écriture pour l'image, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de m'y atteler, puisque je souhaite pouvoir sortir le documentaire qui retrace la construction, la cadence perfecta de sa construction, de sa création à sa transmission. Donc, je vais prendre la tâche de professionnel, mais je veux aussi comprendre et savoir de quoi on parle et comment faire. Donc, mon père apparaît dans cette séquence qu'on a tournée dans cet exercice de résidence, de réécriture, parce que, justement, comme je te disais au début, la musique, c'est mon doudou. Et c'est mon père qui m'a trouvé ce doudou. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il réapparaît de nouveau là, mon père. Des images d'André Rizal, hein, en l'occurrence. Oui, voilà. oui. Si je te dis 4 lettres, ADVP. Activation du développement vocationnel et personnel. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une méthode canadienne qui permet à tout individu de pouvoir s'orienter ou se réorienter professionnellement ou personnellement. Ouais. À quel que soit le moment de sa vie. Donc c'est une formation que j'ai faite à Nanterre,
en 2019. Et à l'issue de cette formation, pendant la formation, j'ai créé mon logo. On va voir effectivement, là, c'est 3 lettres. HSE. Alors je précise, c'est pas Habitation Saint-Étienne, c'est pas le Rhum. Non, c'est Donc, héritage, source d'éducation. C'est HSE pourquoi? Parce que je pense que tous les patrimoines de tradition orale, que ce soit de la musique ou autre, il faut qu'on les sauvegarde. Et on ne peut les sauvegarder qu'en passant par l'écrit. Ouais. Ou dans la création d'un support au moins numérique, dans les supports actuels qui permettent qu'on puisse les rendre accessibles au plus grand nombre et qu'ils puissent se développer dans d'autres espaces auxquels ils n'auraient pas eu accès sans l'écriture. Et la source première, en l'occurrence, c'est à partir de la Cadence Perfecta que tu as un petit peu développé. On va voir d'ailleurs la photo de l'équipe de transmission, comme tu disais. Oui, c'est ça. Donc avec les 3 qu'on a vus tout à l'heure, Jean-François Mangis, Marie-Esprit Yam et Christian Eugénia, et toi. Oui, et puis le référentiel, c'est bien la Martinique, c'est le rocher du diamant qui est là. Donc on est en Martinique, c'est un patrimoine martiniquais. Et dans la transmission, il y a notamment des éléments graphiques comme ce logo. On va voir là les 2 logos, en fait, le premier logo de la Perfecta et puis celui que tu as revisité, que tu as recréé, avec le fameux « Nous toujours là » épisode. Ah oui, c'est-à-dire que tu vois bien que dans le tout premier logo qui apparaissait sur les boubous, c'était déjà marqué Martinique. Ça n'est pas le fruit d'un imaginaire. Donc quand on veut sauvegarder quelque chose et qu'on veut transmettre quelque chose, je suis repartie de l'existant que j'ai fait évoluer. Donc j'ai créé ce nouveau logo que j'ai enrichi d'un slogan pour pouvoir promouvoir au mieux le patrimoine martiniquais. Et puis il y a c'est le premier orchestre martiniquais à avoir transmis dans le sens transmission, c'est-à-dire sauvegarde, passage de la tradition orale, donc immatérielle à la forme matérielle, à l'écrit. Donc c'est le premier orchestre à avoir fait ça. Et parmi les éléments justement dits de l'identité de la Perfecta, il y avait ces fameux boubous. Là on voit ton oncle, Alex Caillol, avec Godzom, Michel Gros-des-Ormeaux. Oui, donc il y a les 2 couleurs. Il y a le blanc, il y a le rouge. Donc la photo un petit peu vieillie, là où il y a Michel, mais c'est du rouge. Et on va retrouver 2 des créateurs de la Perfecta. Le premier chanteur, c'est le Ravenet. Et puis derrière, il y a Simon Jurad derrière. Et puis Jojo Tayalé à la basse. Voilà, guitariste avec ses fameux yeux très clairs qui faisaient tomber les femmes, n'est-ce pas? C'est toi qui le dis. et la transmission, donc, ça passe aussi par les écoles, par les élèves. On va regarder cette séquence. Est-ce que c'est exactement comme ça? Non, il est fait. Tu veux qu'il te montre pourquoi tu refasses ou tu veux faire toi-même? Tu veux qu'il te remonte. Voilà. Regarde bien, regarde bien. Voilà, donc avec le Marius, Catherine, le Chacha et puis les élèves qui essaient. Oui. Oui, mais en fait, on était dans une école primaire du Robert et tous les enfants ne jouent pas d'un instrument. Donc, à un moment, on fait un atelier d'initiation découverte avec les enfants et de façon à ce que tous soient sur un même niveau. Là, on leur mettait entre les mains de petites percussions pour qu'ils se familiarisent avec les petites percussions. Mais on a également fait une écoute musicale de Perfecta Fayula. Et à partir de cette écoute musicale, j'ai demandé à chacun des élèves de me dessiner l'instrument qu'ils pensent avoir reconnu dans la musique. Et ensuite, de faire comme une peinture, de mettre son prénom. Et à l'issue de ça, j'ai récupéré tous les dessins et j'ai fait un patchwork par classe pour mettre en valeur leur travail.
Il y avait beaucoup de vidéos, on n'a pas pu toutes les prendre, mais voilà, il y a effectivement tout ce travail qui a été fait aussi avec les écoles, avec les écoliers, et qui continue. Et puis alors voilà, on regarde effectivement ce qui a été fait là. Là, on est au collège de Sainte-Luce, dans la classe de Madame Tin-Mongis, et on est en compagnie des personnels de la CTM, de l'équipe de la culture de la CTM, puisqu'on est dans le cadre de l'opération C'est à nous-mêmes. Catherine, on va terminer avec ton actualité du moment. Cet ouvrage, c'est un roman, c'est une autobiographie, c'est quoi? L'éloquence du corps. Ça n'est pas une autobiographie, c'est... C'est ta maladie, on peut le dire, qui t'a un peu inspiré cet ouvrage? C'est encore plus simple que ça. Moi, j'ai compris ce qu'il faut faire pour moi. On va voir d'ailleurs la présentation de l'ouvrage, le texte de présentation de l'ouvrage derrière. J'ai compris ce qu'il faut faire pour moi. Ce n'est pas tant ça le problème. Mais j'ai un ami qui un jour m'a dit c'est difficile, qui a eu des problèmes de santé, qui me dit c'est difficile, j'ai envie de retrouver la personne que j'étais avant. Et qui a sa famille qui l'encourage à croire que c'est possible de retrouver la personne qu'on a été avant, quel que soit l'événement qu'on traverse. Et je lui dis, mais non, cette personne-là, elle ne reviendra pas. Ça ne veut pas dire que tu es zéro, que tu n'existes plus. Mais cette version de toi n'existera plus. Ouais. Et pourquoi le titre L'éloquence du corps? Parce que le corps est un grand bavard. Même quand il ne parle pas, il dit tout. Le corps, il nous alerte sur tout. Il dit au moment opportun ce qu'il doit dire. Sauf que on est happé par notre mental, notre ego, qui nous disent « Mais non, Kimi, c'est ça. On va faire ça, on va gérer, on va... » Et à un moment, qu'on le veuille ou non, il met un coup d'arrêt quand on n'entend pas. Et alors, on ne l'a pas précisé, mais tu as eu effectivement tu as une maladie particulière et assez rare qui provoque des AVC ou des infarctus. Et tu en as fait plusieurs. Tu as même eu un coma très grave. Enfin, un coma, c'est toujours grave, mais enfin, dont tu as gardé des séquelles. Il faut une sacrée force de caractère pour se remettre de tout ça. Ou essayer, en tout cas. Ah ben, il faut toujours avoir envie d'avoir envie. Et envie de vivre aussi. Oui, je crois que j'aime la vie. Et puis, je suis tellement habitée par cette envie de transmettre, cette envie de partager, cette envie d'échanger. Et puis, si la vie a permis que je sois encore là, c'est que je dois témoigner de quelque chose d'une part, et puis je dois construire d'autre part, des choses que je dois laisser ou que je dois donner à des gens qui vont poursuivre la route. Et tu payes de ta personne. On va te voir en Guadeloupe là, pour la promotion de l'éloquence du corps avec ma copine Laure Tarrer. Et ce besoin de témoigner, on le ressent très très fort chez toi. Oui, parce que quand, comme je te disais, quand mon ami m'a dit qu'il a envie d'être celui qu'il était avant, et qu'il m'a aussi dit que sa famille attend de lui qu'il redevienne qui il était. Je me suis dit, on a touché le fond. Il est impératif que je puisse poser par écrit quelque chose de façon à ce que les gens puissent s'en servir pour comprendre pourquoi on ne peut pas être la même personne après un événement qu'avant un événement. Parce qu'on est enrichi de l'événement. On doit additionner cet événement à notre parcours. On ne peut pas le soustraire, on ne peut pas le gommer. On est obligé d'en tenir compte. Alors, on peut le trouver partout aujourd'hui, cet ouvrage? Il est dans les 2 magasins Cultura de la Martinique, à la FNAC, à la Cultura d'Escrélan, à la FNAC Galeria, à la Casabule Martinique, à Cultura Guyane, Cultura Matoury, et bientôt à Café Papier en Guadeloupe. Merci beaucoup Catherine Cailleul. Merci Bravo pour ton courage, cette leçon de vie que tu nous as donnée et puis que tu continueras à nous donner.
Avec plaisir. On va se revoir certainement très bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup, chers Tata, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Très bonne soirée ou très bonne journée.